Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Ils escaladent pour descendre, chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubacar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous préférer sur Kavi Média, le média du développement. Vous nous regardez sur le numéro 113, vous êtes sur le bouquet Star Times, vous nous écoutez à Conakry et à l'intérieur du pays, vous êtes sur notre fréquence 89.5. Merci pour ceux et celles qui nous écoutent ici même à Conakry, à Bofa, à Bouquet, à Kissitogo, à Labé, à Fria. Merci une fois encore de nous pratiquer dans les taxis, dans les bonbonnats, un peu partout dans la capitale guinéenne. Au menu de ce numéro, pour ce vendredi de développement, c'est une préoccupation des plus majeures pour les avocats de la défense engagés dans le procès des événements du 28 septembre 2009 après leur boycott de la dernière audience. Ils étaient face à la presse ce jeudi pour expliquer les raisons de cette décision. La défense, autrefois divisée mais unie pour la circonstance, soupçonne une probable immixtion de la Cour pénale internationale dans cette procédure. Un soupçon renforcé par le fait qu'une délégation de la CPI séjourne à Conakry. Pendant ce temps, la défense attendait la décision sur la réquisition de réqualification des faits en crime contre l'humanité. Ce qui de plus inquiète ses avocats, c'est d'apprendre par voie de presse à travers le représentant du procureur de la CPI l'ordonnance de rejet de leur appel à la Cour d'appel de Conakry. On en parle dans un instant. Le ciel se dégage-t-il pour les anciens contractuels? L'espoir ne fait plus vivre ces derniers, vrai. Mais le gouvernement, d'une part, représenté par François Bourouno, Ibrahim Khalil Condé et Jean-Paul Seydi respectivement, ministre de la fonction publique, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. D'autre part, l'intersyndicale de l'éducation et la coordination des anciens contractuels du Guinée ont signé hier jeudi 4 avril un protocole additionnel portant engagement des anciens contractuels à la fonction publique. Dans le document, le processus d'engagement des anciens contractuels à la fonction publique locale par étapes allant de l'identification, la biométrie, l'authentification des diplômes et l'évaluation en pratique de classe des anciens contractuels communaux en situation de classe. Est-ce un dénouement de la crise? Nos débatteurs vous livrent leur grille de lecture dans un instant. La République du Sénégal réalise un scénario loin de toute imagination. La démocratie a fini par triompher grâce à la ténacité d'une jeunesse aspirant à un lendemain meilleur. Si l'exemple est applaudi un peu partout en Afrique et même dans le monde, le continent noir, notamment la sous-région ouest-africaine, ne sert pas un véritable modèle de démocratie. Le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont tous sous le contrôle des régimes non issus des urnes. Inquiétude certes, alors comment cela est-il perçu par des politologues? Nous recevons ce matin pour ce vendredi de développement le politologue Boubacar Yassine Diallo. Voilà entre autres sujets à débattre dans ce dernier numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans le Scanner. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver.
Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Chez moi, il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Et c'est dès 9h à Conakry, temps universel. Hein, vous nous écoutez à Conakry sur la 89.5 à l'Abbé. Vous nous pratiquez chez nos partenaires de Beta FM. Bientôt sur la voie d'Ofria et sur d'autres villes de Conakry. Hein. On va essayer en tout cas d'aider tous ces Guinéens à suivre en direct cette émission, le scanner. Et vous pouvez notamment nous suivre via notre site d'information siaminfo.com. C'est notre site de prédilection, site sur lequel vous pourrez nous écouter et nous regarder en même temps. Sur Facebook, vous nous suivez via notre page Facebook au groupe Kavi Média, Kavi TV, et sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Autour de moi, avec moi pour débattre de ces différentes actualités, les débatteurs de chaque matin. Mohamed, bonjour. Bonjour Abdallah, je voulais dire Abdallah plus verte, Abdallah hollandais, je sais pas, mais bonjour à toi, bonjour à l'ensemble. C'est difficile de vivre en Afrique, hein, honnêtement, sérieux, parce que quand je commence à dire Modiba, tu vas dire, ah, tu commences à me caricaturer, tu commences à m'étiqueter, mais c'est bon, je m'arrête là. C'est les couleurs qui parlent. Allez, Modiba, salam alaikum. Wa alaikum salam, bien, salam alaikum. Bon. Ça fait du un partout. Modi Mamadou, Modiba n'existe pas. Ya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Une occasion pour nous, parce que il faut le dire, aujourd'hui le scanner a pris un élan absolument incontestable sur l'enterrement médiatique guinéen. Et cela avec la contribution de tout le monde, au premier desquels l'animateur principal que vous êtes. J'en sais quelque chose pour tout ce qui est préparation. C'est vrai que c'est un travail collectif qui est déjà battu en avant. Mais c'est le lieu et le moment pour nous de, encore une fois, de vous féliciter, de se féliciter. C'est pas facile de se féliciter, mais de féliciter celui qui est le chef de file de cette émission, le cuisinier du scanner, en l'occurrence Abdallah Kamara. C'est pas facile de la préparation à la présentation. La distance est très étanche, donc je crois que c'est important de le dire ici. Effectivement, pour que les auditeurs aussi le comprennent, même si je l'ai dit, effectivement c'est un travail collectif, mais il y a là signalé effectivement ce travail particulier, effectivement c'est donc sacerdotal comme on le dit, qui est déjà là, effectivement, encore une fois pour vous féliciter et pour vous encourager pour votre capacité managériale, votre abnégation, votre disponibilité à pouvoir effectivement partager la parole entre nous chroniqueurs qui sont ici dans ces studios et sur ce plateau. C'est pas donné à n'importe qui. Je crois que le débat il est apprécié à partir de l'extérieur, disons. C'est un débat responsable, et quand on parle d'un débat responsable, c'est parce qu'effectivement il y a là un animateur, donc il y a là un conducteur de cette émission qui sait ce qu'il veut et ce qu'il fait, et en toute responsabilité partage la parole et veille aux mots qui sont prononcés par les différents chroniqueurs, donc qui sert d'une police effectivement au niveau de cette émission. Donc encore une fois, bravo à toute l'équipe. Je crois que c'est en cela que nous pourrons aller de l'avant. Les réactions foisonnent et en disant assez, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pas une invention, c'est un fait et c'est palpable.
n'en déplaise. N'en déplaise. En tout cas, merci à toute l'équipe du Scanner, à toutes ces personnes qui se réveillent très tôt. Je veux penser aux réalisateurs, à la section production, Alpha Silla en passant par Michel Ouamounou, Vabako Ivogi, Kande Sankon, Salif Bangoura, Melika Sita Otaek, Robert Kourouma, Mamadou Diallo et notre directeur technique Diallo qui se battent chaque matin. Parce que c'est les hommes, Omar Diallo, c'est les hommes de l'ombre qui se battent chaque matin. C'est vrai que c'est nous qui sommes en face des caméras, mais derrière, il y a toute une équipe. Il faut vraiment saluer cela. Il faut remercier aussi ses auditeurs et téléspectateurs, notamment la direction générale. Comme l'a dit Yaya, ce n'est pas facile. Nous sommes dans un monde médiatique en trouble, hein, mais nous essayons tant bien que mal de résister parce que nous sommes dans un média de développement. Oui, Wabba Mohamed. Cela veut dire qu'il faut tirer, soit enlever le bonnet pour les uns, tirer le chapeau pour les autres, et une fois de plus, à un niveau plus élevé, dérouler le tapis rouge vraiment au niveau de la direction générale et jusqu'au niveau des personnes encore les plus importantes qui sont des techniciens de surface dont il ne faut jamais oublier car quand nous sommes dans un environnement où ça sent bon, c'est propre, on se mire sur le carreau, je crois que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas se jeter des fleurs, mais c'est tout à fait normal de se sentir dans un environnement aussi aisé, propre et attrayant. Merci en tout cas. Merci à toute l'équipe. Merci également à la rédaction politique qui nous épaule de fois. Nous savons que ce n'est pas facile avec ce petit temps, hein, on va dire ce trouble qui fatigue toute la corporation, mais qui résiste et qui nous aide à comprendre l'actualité. Puisqu'on parle d'actualité, Yaya Diallo, la première actualité sur laquelle nous allons nous pencher ce matin, c'est cette sortie, cette conférence de presse des avocats de la défense. Hier, ils étaient face à la presse et ils soupçonnent ici une émission de la Cour pénale internationale qui a déjà une délégation qui séjourne à Conakry. Oui, ça a été la ligne de défense, la ligne d'attaque, pour ainsi dire, des avocats de la défense. En l'occurrence, Maître Pépé Antoine Lama, puisque c'est lui qui avait le porte-parole de circonstances. De circonstances et qui a eu les mots justes pour descendre un peu les arguments avancés par le tribunal et le ministère public. Et je crois que nous sommes arrivés à un stade où effectivement tout est permis et tout semble être effectivement permis pour pouvoir effectivement avoir disons une longueur d'avance par rapport à un certain nombre de choses, notamment pour disqualifier certains propos ou discréditer effectivement certains arguments avancés par le tribunal et effectivement mettre en avant cette implication, cette présence persistante et régulière, pour ainsi dire, de la CPI, de par ses représentants en République de Guinée ici, et pour en déduire effectivement que cette présence pèse sur les décisions du tribunal par endroit. Alors je crois qu'on doit faire ce qu'on appelle une étude comparative entre les deux sorties. On va essayer de voir effectivement où se trouve en partie la vérité. Au niveau du tribunal, on nous apprenait que par la voix de son président, effectivement, il va statuer sur le fond, il va se pencher sur le fond et non sur la forme. Sur le fond et non sur la forme, mais plus loin, il nous a fait comprendre que puisque le tribunal ne s'était pas prononcé, c'est ce qui fait que on avait essayé de transmettre cette requête au niveau de la cour d'appel. Donc la requête en appel, la décision qui était prise par la cour d'appel pour les avocats de la défense devrait leur être notifiée en bonne et due forme parce qu'ils attendaient à ce que effectivement une invitation leur soit adressée pour qu'ils puissent discuter sur leur demande de sursis à statuer par rapport à cette requête-là. C'est voilà des arguments qui ont été avancés. Or, au niveau du tribunal, on nous dit effectivement que nulle part, en tout cas en ce qui concerne la législation guinéenne, il est écrit nulle part quand une partie à un procès adresse une requête ou un recours effectivement à un tribunal ou à un juge, il n'est écrit nulle part qu'il appartient au juge de notifier à cette partie
de la décision qui a été prise. Ce qui évidence qu'il appartient à cette même partie qui a adressé une requête à cette, disons, à l'instance juridictionnelle d'aller vers le greffe pour savoir effectivement qu'en est-il de leur requête. Je crois que c'est comme cela que ça devrait se faire. Je l'avais dit ici hier que dans le cadre du fonctionnement des tribunaux, les greffes sont là pour pouvoir informer toutes les parties de la tenue des délais de procès, des décisions éventuelles qui sont prises, et s'il y a de rejets sur un certain nombre de choses, ou s'il y a des ajournements de certains procès, il appartient au greffe de notifier à toutes les parties voilà ce qui a été décidé par la Cour. Donc, je crois que sur cette question-là, je n'arrive pas à comprendre la position. C'est la défense. On sait qu'est-ce qu'une défense dans un procès pénal, mais je crois que sur cette question-là, je trouve cet argument assez léger de la part de la défense, celle qui consiste à dire on s'attendait à ce qu'on nous notifie quelque chose, pas par une voie de presse, par la voie de, effectivement par voie de presse, ou par le représentant de la CPI, parce que pour eux, ils ont été informés, ils partent d'une coïncidence calendaire ou pas, ils partent d'une coïncidence entre l'arrivée du représentant de la CPI en République de Guinée ici et la décision qui les a été notifiée venant de la cour d'appel. Donc pour eux, la présence du représentant de la Cour pénale en est pour quelque chose, parce qu'il a fallu qu'il soit là effectivement pour que cette décision les soit notifiée négativement, parce que de toute façon leur requête n'a pas été admise au niveau de la Cour d'appel. Donc l'un dans l'autre, je crois que l'argument peut-être qui pourrait être plus ou moins acceptable de la part de la défense, c'est celle qui consiste à dire il y a un regard pressant de la part de la CPI sur le déroulement du procès des événements du 28 septembre dans notre pays. Et qu'au nom du principe de la subsidiarité, la justice guinéenne devrait pouvoir être indépendante d'elle-même pour ne pas recevoir des ordres ou des injonctions venant d'une juridiction. Éviter d'être inféodé venant d'une juridiction quelconque. Donc pour eux, la CPI en est pour beaucoup de choses, mais on doit rappeler effectivement que la CPI est un partenaire à ce procès-là, partenaire technique effectivement et financier de ce procès-là, parce que beaucoup de gens au début s'étaient posé beaucoup de questions, pourquoi la CPI ne s'était pas appropriée de ces dossiers-là. Et c'est en cela qu'on reviendra effectivement pour voir est-ce qu'on peut parler d'un gâchis dans le cadre du déroulement de ces procès-là. Est-ce que les gens n'ont pas pu voir clairement ou ont manqué de clairvoyance dans le cadre de la tenue de ce procès-là, parce que tout semble indiquer nous nous acheminons vers un recommencement de tout ce qu'on a pu faire. Donc le compte à rebours, je crois que c'est la case départ, la case départ pour ainsi dire. Je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour ceux qui sont accusés, pour lesquels je suis assez peiné pour ce qu'ils sont en train de subir, mais aussi pour l'économie de notre pays. Je crois que tout cela repose sur le financement, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et on invite la justice guinéenne d'être beaucoup plus prudente. Oui, cette fois-ci, malgré ces différentes inquiétudes évoquées par Mohamed, les avocats de la défense quand même décident de continuer les audiences dès lundi. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils acceptent? Ils attendaient juste d'organiser une conférence de presse avant d'assister à attirer l'attention des uns et des autres. Mais il y a plusieurs C'est une stratégie. Il y a une stratégie, je ne dis pas le contraire, mais il y a plusieurs façons d'attirer l'attention des gens. Ils pouvaient être dans la salle le mardi dernier, attirer l'attention des gens et continuer le procès. Je ne vois pas une différence entre cette conférence de presse, les déclarations faites pendant cette conférence de presse, et leur annoncer leur reprise le lundi. Et ils vont continuer. Où est la différence?
où est l'actualité, où est l'événement majeur dans cette conférence de presse? Je ne vois pas ce qui a été dit pendant cette conférence de presse et qui ne pouvait pas avoir lieu ou qui ne pourrait pas être dit au prochain ou depuis mardi passé. Je ne vois pas la différence. Est-ce qu'on peut continuer à parler de fuite en avant, continuer à parler de chantage, continuer à parler d'amuser la galerie? Je ne sais même plus, je me perds entre ces différents qualificatifs. Vous pensez que c'est une simple perte de temps? Je pense que c'est une simple perte de temps. Tu trouves? Juste, non, je n'aime pas parfois quand je dois m'attaquer à certaines choses, quand je dois dénoncer certaines choses. Et en tout cas, c'est le travail des avocats, c'est leur travail, c'est leur boulot. Mais quand les choses sont claires pour les uns et les autres, on n'a pas besoin de faire vraiment Sorbonne, de faire, je ne sais pas, Harvard, pour connaître réellement de tels fonctionnements. À partir de ce qui a été dit hier pendant cette conférence de presse, et annoncer leur retour, je ne vois pas de nouveauté. Je ne vois pas de nouveauté. Avoir exprimé qu'ils ont peur ou je ne sais pas, ils s'inquiètent que la Cour pénale internationale ne s'approprie de ce dossier. Je ne vois pas. Parce que nous savons tous aujourd'hui, le monde est devenu, nous sommes dans une planète qui est devenue un village planétaire où il y a des sujets que vous avez la possibilité, la capacité, l'exclusivité de traiter dans votre pays. Quand ça arrive à un niveau beaucoup plus élevé, vous avez l'obligation de baisser les bras et accepter que ce dossier soit traité à l'international. Et quand on dit à l'international, ce n'est pas une nation qui est à l'international, ce n'est pas un État qui est à l'international. Ce sont encore des citoyens du monde qui se retrouvent là. Le procureur qui est venu, ce n'est pas un procureur hollandais, ce n'est pas un procureur européen qui est venu, c'est un Sénégalais qui est là-bas. Nous avons vu ici un Africain, s'il faut le dire comme ça. Nous avons vu Fatou Bensouda qui était là aussi, qui venait souvent par rapport à ce même dossier. Aujourd'hui, c'est levé dire qu'il y a émission, soupçon d'immixtion. Je pense que c'est une tautologie que nous sommes en... Oui, mais une précision très importante, si les avocats de la défense disent qu'ils ont appris de par la délégation que leur requête a été rejetée, là, il y a problème. Attendez. La requête a été rejetée. Ce pourquoi la requête a été rejetée, ils sont au courant de cela. Ils disent qu'ils n'ont pas été saisis. L'ordonnance de rejet de la Cour d'appel de la Cour d'appel de Conakry a été évoquée, c'est-à-dire le rejet de l'ordonnance a été évoqué de leur appel. L'ordonnance de rejet de leur appel, c'est le terme. Le rejet de cela a été évoqué par la délégation, le représentant du procureur de la CPI qui était en séjour à Conakry. Donc cela je pense qu'on fait semblant de ne pas connaître certaines informations, ignorer certaines informations, sachant que ces informations ne sont pas cachées à ma connaissance. Bien. Parce que nous savons ce qu'on appelle en matière de justice, ce qu'on appelle des greffiers, le rôle d'un greffier. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Vous savez le rôle d'un greffier. L'article, c'est déjà prévu dans nos textes de loi, vraiment dans tous les codes. Dans tous les codes, vous allez les retrouver. Parce que ça soit le code pénal, code civil, code de procédure pénale, code de procédure civile. Ces documents sont là pour nous donner des informations du rôle de chaque vraiment agent, chaque fonctionnaire de la justice. Vouloir retarder, dire que c'est à l'immixtion, il a fallu leur présence pour qu'on soit au courant de ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y a un problème. Ça ne va pas. Parce que déjà, regardez au niveau de ces conseillers, précisément au niveau de ces avocats. Au départ, le mardi dernier, au tribunal, il y avait combien d'avocats de la défense? Et nous on rit un peu l'intervention, c'est Maître Aboubakar ou Maître Abou qui intervenait seul de la défense. Oui, il était seul. Il était seul. Hier, pendant cette conférence de presse, ils étaient attendus combien? Une dizaine de personnes, une dizaine d'avocats attendus. Ils étaient combien? 3. Cela veut dire à l'interne même, ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'il y a une divergence au niveau de l'interprétation entre ces différents avocats. Ça, c'est quelque chose qu'il faut soulever. Pourquoi les autres n'ont pas accepté de venir? Pas parce qu'ils sont fâchés contre tout le monde. S'ils avaient des arguments valables, des arguments qui permettaient de conforter leur position, ils allaient être là avec fierté. Certains même allaient donner des interviews bien avant cette conférence de presse. Mais ce n'est pas le cas. Il faut que nos amis ou nos frères du côté de la justice, des avocats, sachent qu'ils défendent des personnes qui sont en prison depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Bien. Et certains ne sont pas en bonne santé. Vouloir traîner les pieds, je pense que nous ferons qu'enfoncer leurs propres clients. Et ce procès doit prendre fin dans les conditions normales le plus tôt que possible pour que nous passions à autre chose. La justice a beaucoup d'autres choses à faire. Je pense que le procès du 28 septembre, du stade du 28 septembre, est aussi... Les événements du 28 septembre bloquent un peu certains éléments qui doivent aussi passer. Donc il faut qu'on avance. On ne fera pas 56 ans sur ce dossier.
dossier, parce que ce n'est pas un dossier comme le cas de Pinochet que nous avons suivi un peu partout aussi, en France et en Chili. Donc aujourd'hui, on estime que ces avocats, ou vous estimez, vous trouvez que ces avocats ont perdu du temps pour ne rien. En tout cas, cette sortie ne vous rassure pas. Ça ne me rassure pas, parce que déjà, je viens de le dire, la conférence de presse, ce qui a été dit par les différents avocats qui étaient là. Pouvait se dire dans la salle d'audience. Pouvait se dire dans la salle d'audience, ça n'allait même pas prendre 15 minutes. Ce qu'on a suivi pendant la conférence de presse, ça n'allait pas prendre plus de 10 ou 15 minutes. Ouais. Et même si ça prenait 1 heure de temps, le président du tribunal ou le tribunal allait avoir du plaisir à les écouter, et la réaction tant du côté des avocats de la défense que des avocats de partie civile allait permettre aux citoyens guinéens de comprendre mieux. L'intervention également, la réponse qu'allait apporter aussi le tribunal allait apporter encore beaucoup plus d'éclairage. Il y a eu beaucoup de termes qui ont été prononcés pendant cette conférence de presse. Les journalistes ne sont pas spécialistes de ce monde. Vous comprendrez qu'ils ne prendront certaines choses, ils seront obligés de se taire dessus parce qu'ils ne peuvent pas aller en profondeur. Mais ceux devant qui ils pouvaient tenir ces différents discours, c'était leurs propres confrères. Yeah. Ceux-ci allaient réagir, et pendant leur réaction, les auditeurs, les citoyens guinéens allaient comprendre qui a raison, qui a tort. Peut-être c'est eux qui allaient avoir raison si le contenu de cette conférence de presse avait eu lieu au niveau de ce tribunal. Mais cela n'a pas été le cas. Oui, Diallo, est-ce qu'aujourd'hui les avocats de la défense sont en train de plus en plus enfoncer leurs clients, puisque déjà le tribunal ne s'est pas prononcé sur la réqualification des faits. Aujourd'hui, pensez que cette réqualification des faits ou la présence de la CPI est un moyen de mettre la pression sur le juge afin de statuer sur cette requête. Ce n'est ni plus ni moins d'un chantage. Oui, ça s'appelle du chantage. Et par endroit même, on appelle ça la politique de l'Autriche. Ils savent de quoi s'agit-il. Se couvrir les yeux, refuser de voir la réalité. Effectivement. Et je dois rappeler que le greffier a pour première mission d'abord d'enregistrer les demandes de plaignants, de rédiger les actes et d'assembler les pièces. Il doit également informer les différentes parties au procès, c'est-à-dire l'accusation et la défense, des dates d'audience. Quand l'audience doit se tenir, il appartient au greffier de notifier à toutes les parties comme ça se fait. Ouais. Sa principale tâche consiste à authentifier les décisions de justice. Ce n'est pas une invention. Rien n'empêchait nos frères, nos amis de la défense, se diriger, s'ils étaient souciés effectivement du bon fonctionnement, parce que c'est de là qu'il s'agit, d'aller vers la cour d'appel ou vers le greffier pour pouvoir savoir de quoi s'agit-il. De toute façon, on considère que c'est la défense. S'il y a quelque chose à perdre, si quelqu'un a quelque chose à perdre, c'est bien entendu la défense. La défense ne pouvait pas rester bien. On a introduit une requête, on entend de voir de quoi s'agit-il. Si on ne nous invite pas, on ne va pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, c'est cette même défense qui est en train de créer toutes les conditions inconfortables à ses clients qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent dans une situation absolument difficile, qui sont déboussolés, vous les avez vus. C'est des gens aujourd'hui qui ne savent plus à quel sens se vouer. Qui ont perdu patience. Qui ont perdu, mais non, mais c'est quand même assez... bon, patience, moi je suis de ce qui pensent que, parce que j'ai entendu un qui dire qu'il préférait aller au village et s'adonner... Kéboro. Oui, et s'adonner à mettre en place des buts de patates que de rester en prison. J'ai dit que il doit s'impatienter. Oui, parce que oui, il doit patienter. Non, parce que cette procédure-là, on nous apprend qu'on n'a même pas fait les 5% de ce procès. Non, on a dépassé 5%. Non, on n'a pas dépassé les 5%. Non, on a dépassé 5%. On a fini avec les accusés, les preuves, les accusés, les témoins. On a fini. Nous sommes dans la phase de il y aura beaucoup de confrontations. Il y aura beaucoup de rebondissements. En attendant, d'abord, on a dépassé les 5%. Il y aura beaucoup de rebondissements, Abdallah, et il y aura beaucoup de changements. C'est en cela que je dis qu'on n'a même pas commencé ces procès-là. Donc, ils savent effectivement ça va prendre assez de temps. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut opter pour le juste milieu. Oui. Le juste milieu consiste à adopter ou à
mettre en œuvre cette justice transitionnelle. Je l'avais dit il y a longtemps, même sur les zones d'évasion, je l'avais dit. À l'occasion d'une émission, je l'avais expliqué, je dis, ce serait mieux pour la justice guinéenne, pour nous Guinéens, de procéder à cette justice transitionnelle, celle qui consiste à identifier les bourreaux, celle qui consiste à demander pardon aux victimes, effectivement procéder à une justice compensatoire, celle qui consiste à dédommager les victimes et éventuellement demander pardon. Je crois qu'à l'issue de ça, on peut essayer d'avancer. Mais cette justice qui consiste à faire passer, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui quand on procède à cette réqualification des faits, ça sous-entend que les peines deviennent indescriptibles et que cela peut effectivement engendrer beaucoup de conséquences. Et l'objectif aussi, c'est de sanctionner éventuellement ou de décourager s'il y aura des futurs candidats à ces genres d'agissement dans notre pays. Je crois que c'est ce qui devrait être effectivement l'objectif. Donc c'est en cela que j'ai dit, je suis de ceux qui pensent qu'une justice transitionnelle serait mieux pour pouvoir effectivement abrévier tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça va permettre aux victimes de se reprendre et de comprendre effectivement ils avaient fait des choses absolument horribles pour la Guinée et pour l'histoire. Ils doivent se ressaisir et présenter ces excuses publiquement. Je crois que cela est quelque chose de... C'est plus que tout. Je suis de ce qui pense que c'est plus que tout. Et les bourreaux, à mon avis, seront acceptés. Arriver là d'abord parce que c'est une proposition. Oui, il y a des phases de plaidoyer. C'est-à-dire que on n'a pas opté pour la justice transitionnelle. J'ai dit, entre la réqualification des faits et ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est-à-dire que le procès qui est en cours ici, il y a un juste milieu, c'est la justice transitionnelle. Donc celle qui a marché un peu partout, notamment au Rwanda, un peu partout. Donc on espère que peut-être que les avocats vont y penser. Oui, tu voulais placer quelque chose. Oui, c'est l'inquiétude exprimée par ces avocats. Je pense que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre fait plus mal que ce qu'on appelle procédure et tout ce que nous savons aujourd'hui. Le Guinéen a beaucoup plus mal de cet événement que tout ce qu'on peut dire sur le plan procédural. Aujourd'hui, nous savons très bien il y a le nombre de morts, le nombre de personnes massacrées, le nombre de personnes disparues, le nombre de personnes victimes de viols. Et c'est au-delà de ce qu'on a aujourd'hui comme résultat, comme chiffre officiel. Donc je pense que les gens devraient avoir, pas parce que je dois défendre un diable, que je dois tout faire pour le défendre et que je sais au fond de moi je n'ai pas raison, je veux tout juste retarder. Si ça trouve que vraiment ces Guinéens qui sont à la barre sont responsables de quoi que ce soit, quel que soit l'endroit qu'on peut les juger dans le monde, il faut les envoyer pour que ceux qui sont victimes, leur âme repose en paix et que les parents arrivent vraiment à faire le deuil de leurs enfants. Ce qui est très bien compris. Continuez avec vos réactions sur le stand 629 à 95 67 2 fois. On y va avec quelques réactions. Bonjour Abdallah, j'écoute l'émission avec intérêt. Mon bonjour à l'endroit de mes amis Yael Diallo et Mohamed Ba. Ça c'est notre ami Ibrahim Kamara de siaminfo.com qui nous laisse cette réaction. Merci et bonjour du côté de Koza, Ibrahim. Bonjour Abdallah et à l'équipe. C'était Mélimolo total qu'on est en train d'assister. Ce procès ne méritait pas d'être tenu en Guinée pour diverses raisons. Primo, l'État prend le procès avec légèreté, nous écrit Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti. Cette autre réaction, on enchaîne. Bonjour Kavi, le média du peuple. L'accord signé entre les syndicats des enseignants et le gouvernement ne me rassure pas. Depuis 7 ans, on est en train de rouler les enseignants contractuels dans la farine. Alors, c'est de la simple démagogie. Démagogie que le gouvernement est en train de faire, écrit-il. Donc, j'invite tous les enseignants contractuels de rester à la maison tant qu'une décision rassurante n'est pas prise par le président Mamadi Doumbouya, qui est à Corfo de Kiroti. Et cette autre réaction qui nous parvient. Bonjour Kavi. Ces avocats veulent amuser la galerie pour retarder le procès à travers leur système de défense désarticulé. Cette expédition punitive du stade du 28 septembre mérite une justice
rigoureuse et impartiale vis-à-vis des coupables. Justice pour les Guinéens. Le message n'est pas signé. On enchaîne avec toujours, cette dernière partie de la réaction de Alpha Zidane. Secondo, il dit tous ces présumés accusés de la base au sommet. Personne ne nous dit réellement la vérité de ce qui s'est passé en ce jour sanglant du 28 septembre. Tertio, il y a eu d'autres acteurs majeurs du CNRD à l'époque qui ont bénéficié d'une largesse de l'actuel pouvoir. On enchaîne avec toujours les réactions d'auditeurs et de téléspectateurs sur le 629 95 67 67. Bonjour le grand journaliste, le numéro 10 des journalistes. Vraiment, vous êtes des experts car on a droit à suivre et à vous écouter. Nous sommes fiers de vous, nous sommes à l'écoute d'Onzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo. Merci, cher ami. Merci surtout pour la fidélité. Une pause. Derrière, nous parlons de l'enseignement, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation avec la situation des anciens contractuels. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son Fonia. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son Fonia. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Chaque matin, l'actualité se plie au débat interactif sur le média du développement dans votre émission Le Scanner. Vous le savez déjà, continuez avec vos différentes réactions. Participez au débat sur le 629 95 67 67 en nous laissant vos différentes réactions par SMS, uniquement par SMS. Pas d'appel, hein, s'il vous plaît, pour les auditeurs et téléspectateurs. On parle de cette autre actualité. Le ciel, se dégage-t-il pour les anciens contractuels? L'espoir ne fait plus vivre ces derniers, vrai, mais le gouvernement d'une part
représenté par 3 ministres, et d'autre part par l'intersyndicale de l'éducation et la coordination des anciens contractuels de Guinée ont signé hier jeudi un protocole additionnel portant engagement des anciens contractuels à la fonction publique. Dans le dossier, le processus d'engagement des anciens contractuels à la fonction publique locale par étapes allant de l'identification, la biométrie, l'authentification des diplômes et l'évaluation en pratique de classe des anciens contractuels communaux en situation de classe. Est-ce un dénouement de la crise? Nous posons la question aux différents débatteurs. Oui, à Diallo, on a suivi ce communiqué que vous avez même qualifié de laconique. Oui, c'était un communiqué de la duperie et de la tromperie, parce que je suis de ceux qui pensent que même son contenu pose un problème. Je vais juste soulever quelques irrégularités ou quelques incohérences. Allez-y. Parce que je suis de ceux qui pensent que premièrement, d'abord, ils sont en train de jouer sur le temps, ils sont en train de tout faire pour gagner du temps, et puis on va essayer d'amadouer les anciens contractuels et leur vendre ce qu'on appelle de l'espoir, un espoir perdu. C'est mon analyse. Alors, premièrement, d'abord, on parle pour la phase de biométrie, enfin, le pré-enrôlement sur le site. On parle du lundi au dimanche 14 avril 2023. L'enrôlement, on parle du lundi 22 avril au dimanche 5 mai 2024. Pour le concours spécifique, on parle d'évaluation en pratique des classes du lundi 15 au vendredi 24 mai 2024. Le dépouillement, disons, et analyse de résultats du samedi 25 au jeudi 30 mai 2024. Pour l'authentification des diplômes du mercredi 17 avril au vendredi 14 juin 2024. Publication de la liste des admis le vendredi 21 juin 2024. Engagement de la fonction publique locale. Signature de l'arrêté conjoint le 30 juin 2024. Prise en charge effective des nouveaux fonctionnaires fin juillet 2024. Premièrement, d'abord, je suis de ce qui pense que... Donc les anciens contractuels seront obligés d'attendre encore jusqu'en juin 2024. Évidemment. Et je suis de ce qui pense que, voyez-vous que on nous parle de l'authentification des diplômes. Avant qu'on essaye d'évaluer quelqu'un, on aurait dû commencer par authentifier d'abord son diplôme pour gagner en temps, normalement. Vous évaluez quelqu'un, vous dites, bon, c'est après l'évaluation qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut identifier son diplôme. Oui, là, il y a un problème. Effectivement. Pour voir effectivement de quoi je vois ta remarque, oui. C'est quelque chose quand même de assez surprenant de voir que, voilà, vous avez vu, on dit pour... Non, là, en fait, au même moment qu'ils évaluent, au même moment, ils sont en train d'authentifier. Ce que je vois. Parce que l'évaluation, on dit c'est du 13 au vendredi 24 mai. Attention aux dates. Hein. Maintenant, ils disent que l'authentification aussi, c'est du 17 avril au 14 juin. Donc, au même moment qu'ils sont en train d'évaluer, au même moment, ils sont en train d'authentifier. Et ça, tu as raison, c'est un quiproquo. Là, il y a un souci. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de potable. Honnêtement, il y a un souci. À lire ce communiqué, honnêtement, le nouveau ministre, c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je pense qu'Ibrahim Khalil Condé, qui était gouverneur de Kindia, doit revoir cette copie parce que là, il y a un véritable souci. On considère que c'est une copie conjointe. Hein. Oui, mais non, là, c'est écrit ministère de l'administration du territoire, l'intitulé et de la décentralisation. Donc, je l'interpelle directement parce que c'est là aussi le problème se pose. Donc, il faudrait qu'il revoie cette copie parce que là, il y a un quiproquo. Il faut revoir cette partie. Pourquoi il faut authentifier des diplômes au même moment que vous êtes en train d'évaluer? Est-ce que ça va être les mêmes pratiques qu'en République de Guinée? Je vais insérer mon oncle, mon cousin, mon neveu, mon fils, mon enfant, parce qu'on connaît les réalités en Guinée. Dès que tu es ministre, excusez-moi d'ouvrir ce dossier, l'épouse du ministre Charles White était fonctionnaire. Hein. Je vous le rappelle. Et dans un de ses témoignages, je l'ai entendu dire « Je n'attends que mon maigre salaire à la fonction publique ». Donc comprenez que en Guinée, c'est devenu une coutume. Dès que tu es ministre ou tu occupes un certain poste de responsabilité en République de Guinée, tu deviens automatiquement
ta famille devient automatiquement des fonctionnaires. Je connais un ministre ici qui est très impliqué, qui a été reconduit même. Il a toute sa famille qui est fonctionnaire. Et la plupart d'entre ces personnes, d'entre elles, ne sont pas là. Abdallah, mais ce sont des Guinéens, non? Ce sont des Guinéens, ils doivent aussi bénéficier d'être fonctionnaires du pays. Il faut respecter le circuit normal. Tu n'es pas sérieux là. On parle de quelqu'un qui réside en France, hein, qui réside en France, mais qui est fonctionnaire d'État, très bien, qui suisse notre sang. Nous sommes en train de nous battre pour le développement de ce pays. D'autres en profitent. C'est ça aussi le paradoxe. C'est le citoyen lambda. Et vous verrez que c'est des gens qui... Allez-y, va. Non, ce document que moi qu'on voit là, ce document, ça ne m'étonne pas qu'on arrive à détecter des incohérences, qu'on n'arrive pas à voir clair dedans normalement, parce que regardez la source, quel a été le travail effectué pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire c'est quelque chose qui avait été commencé, accepté. Qui avait démarré avant. Depuis le 27 octobre. Ouais. C'est le document du 27 octobre. Normalement, le résultat devrait être dès le 1er janvier. Les fonctionnaires là devraient commencer à percevoir leur dû. En tout cas, tout le travail devrait être finalisé avant le 1er janvier. Oui, je ne sais pas. Mais imaginez tout le temps qui a écoulé, 6 mois. Je ne vais pas jouer aux oiseaux de mauvais augure. Oui. Ok. Mais ce que je vois, j'ai l'impression que chaque étape, on pourrait s'attendre à 6 mois avant la fin de. Je ne sais pas si Baba peut nous aider dans le groupe. Il y a la deuxième copie qui est signée, qu'on vient de transmettre, qui est signée par le ministre de l'administration du territoire. Yaya Diallo, c'est pour un peu t'aider, le général. Deuxième section, Elhadj Ibrahima Khalil Condé. Donc c'est signé que du ministre de l'administration du territoire. En tout cas, ce document, je viens d'avoir les 2 pages. La réalisation va nous aider tout à l'heure à avoir les 2 pages. Cela veut dire qu'on n'a pas impliqué les autres acteurs qui étaient les autres ministres. Même s'ils ont été impliqués, ils ne l'ont pas signé. Parce que vous vous rappelez, Mori Condé avait mis ça à son actif. Le ministre Mori Condé, l'ancien ministre de l'administration du territoire, s'était approprié de ce dossier. Parce qu'il se disait que ces fonctionnaires sont comment on les appelle, des fonctionnaires locaux. Local, c'est le terme. Oui, dans ce document même, il parle de fonctionnaires locaux. Oui, la fonction publique locale. La fonction publique locale. Donc, fonctionnaires locaux. Fonctionnaire alors. Fonctionnaires locaux, c'est le terme approprié qui a été dit quand Mori Condé était aux affaires, en tout cas. Donc directement de la décentralisation. Oui, directement. Ça a été décentralisé. Le ministre, c'est vrai que le ministre de la fonction publique est impliqué. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est impliqué parce que le protocole d'accord a été signé. C'est les 3 ministres qui ont signé. De l'autre côté, il y avait le syndicat, l'intersyndical de l'éducation et la coordination des anciens contractuels. Cette fois-ci, je ne comprends vraiment pas. Abdallah, qui va évaluer ces enseignants? Parce qu'il y a de côté pratique qui doit être fait en classe. Ils vont faire appel à Abdallah parce qu'il a été. Qui va évaluer cela? Qui va les suivre? Ce n'est pas parce que c'est eux qui signent. Cela veut dire c'est le dossier au niveau de l'administration, au niveau de la décentralisation. À quel niveau vraiment de ce processus on va engager l'éducation? À quel niveau? Non, je crois que tu avais tout dit. Nous sommes partis pour presque pour 1 an et quelques mois. Chaque étape 6 mois. On est parti pour encore quelques mois. Et là, je crois que c'est jusqu'à la fin de la transition. Non, mais c'est ça. Ils vont repousser les jeunes, ils vont les repousser. On tient compte du projet de glissement. C'est pour les calmer. Donc on a inclus dedans. On sait très bien que c'est pour les mettre dans un contentement infini. Pour les vendre d'un espoir qui n'est... Vendre le rêve. Le rêve. C'est pas gentil. Autrement dit, c'est méchant. Non, c'est très bien. Je pense que c'est méchant. Non, mais je crois que c'est méchant. Ces enseignants l'apprendront. C'est méchant. Ils apprendront ils ne vont jamais commettre. Elle a toujours dit. Ils apprendront de leur inintelligence. Et je crois que c'est en cela que j'ai dit. C'est quelque chose qui ne m'inspire pas. La confiance, parce que entre-temps, ils sont capables, même au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, essayer d'introduire des gens. Et c'est en cela que le risque se trouve à ce niveau. Parce que cela, on a reçu ici beaucoup de contractuels qui nous ont parlé de cela. À chaque fois qu'on parle de ça, on constate effectivement la présence de certains qui n'ont rien à voir avec
avec l'enseignement même, qui n'ont jamais enseigné. Donc on essaie de voir si Mais sous Alpha, nous avons assisté à ça. Quand ils ont parlé de recrutement, ils ont amené des communicants. Moi, je connais beaucoup d'amis, excusez-moi de ce côté. Je connais beaucoup d'amis, ça me fait rire parce que je connais des amis à l'époque qui se sont retrouvés à l'enseignement qui ne comprenaient rien. Donc il y a certains qui me contactaient pour comment préparer, faire une préparation, les différents pas didactiques. J'étais là, bon, je souriais, mais je me disais, mais nous sommes très mal barrés. Et c'est la même chose qui se reproduit là. C'est un pain béni qu'ils ont donné au nouveau ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Est-ce qu'il va être prompt? Est-ce qu'il va être ce ministre qu'on attend? Être strict sur les dossiers? Parce que même au niveau de ces représentants des anciens contractuels, il y a ces représentants aussi qui insèrent les coquins et les copains. Absolument. En tout cas, on a vu le cas de l'attaché de cabinet de département ici. On l'a vu comment lui-même il a dit parachuter. Et voilà, c'est quelque chose. Je pense qu'on est loin de sortir de cette situation que nous connaissons. Et je pourrais même parler de crime parce que continuer à torturer les gens, continuer à banaliser la formation, l'éducation de plusieurs générations, vraiment de ce pays, c'est un crime aussi qu'on devrait voir. Est-ce que les Guinéens, dans les conditionnements, les tribunaux guinéens seront en mesure de juger ces personnes-là? Je pense que c'est plus que des génocides, ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation. Il y aura beaucoup de candidats. C'est très dangereux. On minimise. Les gens se mettent à rire, à ironiser la situation, mais chaque jour qui passe, chaque année qui passe, c'est l'éducation guinéenne qui s'enfonce. Parce que si vous n'avez pas, si la formation la qualité n'est pas là, d'abord au niveau de ceux qui forment, la formation des formateurs, on ne met rien en place de qualité pour former les formateurs. Quel type de formation les Guinéens, les jeunes Guinéens vont bénéficier? Je pense qu'il y a un problème. Il ne faut plus se soucier de donner une bonne formation au niveau supérieur. Bien. Pour moi, la priorité de la formation, donner une formation de qualité, doit être au niveau primaire, voire même préscolaire. Oui, surtout. Parce que si on rate ce niveau, moi j'ai encadré des enseignants au niveau primaire. Honnêtement, au primaire, c'est la catastrophe. Pour avoir même d'abord un enseignant au primaire, c'est tout à fait un problème. Absolument. Vous êtes obligé de recruter des jeunes sortant de l'université. Qui n'ont aucune pédagogie. Oui, vous les formez. Dès que le jeune il sent qu'il est formé, il quitte ton école, il se retrouve dans une école plus grande que ton école avec un salaire élevé. Ouais. Et pourtant, tu l'as formé pour qu'il puisse te servir. Et tu perds doublement. C'est ça le véritable souci. Aujourd'hui, on a des anciens qui ne pensent qu'à 500, 1000 francs, 2000 francs pour les révisions. Moi, j'ai interpellé récemment un directeur d'école qui ne savait pas que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans l'enseignement. Il commence à me dire, on va renvoyer l'enfant parce que vous n'avez pas payé le prix de son attestation. Il vient d'avoir l'entrée en 7e. Je lui ai dit, il a eu l'entrée en 7e dans quel établissement? Il dit, c'est dans notre établissement. Pourquoi tu le renvoies? Ou bien tu m'as menti qu'il n'a pas reçu, donc il n'a pas eu son examen. Parce que vous ne pouvez pas mettre la pression aux parents d'élèves de prendre l'attestation ou le diplôme d'un enfant pendant que rien n'est... Comment je peux dire ça? Il n'y a aucune urgence. Il n'est ni au BEPC. Il est loin du BEPC. Pourquoi vous mettez la pression sur les parents? Tandis qu'un parent peut s'élever, aller à la DCE, récupérer. Source de revenus. Source de revenus. Ce que je dis, aujourd'hui, les écoles privées sont devenues un marché parce que l'État n'arrive pas à subventionner des écoles privées. Et les parents sont devenus des véritables vaches laitières. Vaches laitières. Et pour le parent qui paye bien, moi par exemple, si je dois m'acquitter, si je m'acquitte bien de la mensualité de mes enfants, sachez qu'il faut conclure. Moi, c'était arrivé avec une de mes sœurs, que ceux qui m'écoutent le savent. Après, j'ai dit, dans votre école, votre directeur et tes anciens sont en train d'auto-mentir. Parce que tout simplement, le niveau que je vois et le résultat que moi je reçois sont parallèles, diamétralement opposés. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on me dise dans tes résultats que tu es bien et que dans la pratique que moi je vois, tu ne vaux absolument rien. Mais après, comment revendiquer cela? Les écoles privées, elles ne veulent pas, perdre la clientèle. Donc, deux fois, il y a ce jeu à l'interne. Rares sont des écoles privées. Vous les comptez du bout du doigt qui sont dans cette comment je peux dire ça, dans cette optique de vendre que du mérite. Rare. Mais Abdallah, dans tout ça, c'est vrai que les responsabilités sont partagées. Évidemment. Mais le principal responsable
c'est l'État, c'est l'autorité du pays. Pourquoi? Parce que les moyens sont dégagés pour qu'on puisse vraiment donner de la bonne qualité d'enseignement à ces enfants. Parce que les enfants, les ministres d'aujourd'hui, les directeurs nationaux d'aujourd'hui ont été formés il y a des années dans ce pays. Ils sont rares de venir, d'aller étudier à l'étranger, de la primaire jusqu'au niveau supérieur, sans passer par et venir directement ici. La majorité, c'est ici. Si on n'a pas la chance de bénéficier d'une bonne formation chez soi, où on peut bénéficier de cette formation et qui pourrait donner vraiment de la formation. Et au finish, c'est vrai qu'on parle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou de l'unité africaine, mais c'est les autres qui vont venir donner des cours. Et à quel prix? Et à quel prix? Ne sacrifiez pas l'avenir des enfants guinéens. Bien, c'est déjà c'était pour la précision, c'est signé le général 2e section et l'âge Ibrahim Khalid Condé. Donc, seul signataire, il faut dire. Il faut le et ça, c'est vraiment, moi, je pense que c'est effrayant. Ouais, c'est ce qui doit On parle d'un accord additionnel. Oui. Ouais, je crois que vous avez vu, c'est consécutif à cette menace. Ramène-nous la deuxième page. Tu vois ce qui est écrit. On dit par ailleurs, le gouvernement, conscient de l'effort fourni par les anciens contractuels en situation de classe, s'engage à verser une prime d'encouragement pour ceux qui ne seront pas retenus à l'issue du processus de recrutement pour la période allant de janvier 2024 jusqu'à la fermeture des classes pour l'année 2023, l'année scolaire 2023-2024. Faire le rappel de salaire pour ceux qui seront retenus à l'issue du processus de recrutement pour la période allant de janvier à juin 2024. Les gars, il y a quelque chose qui se prépare. Là, c'est dangereux. Le danger se trouve. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Non, c'est assez clair. Ils sont avertis que si demain, on arrive à dire que c'est deux qui sont admis, ils doivent contenter de ces deux personnes-là. Donc c'est assez clair ce qui est en train. Donc des primes, si on donne 50 000, ça ne doit pas étonner quelqu'un. Absolument, 20 000, voire donc les 20 000. arriérés, tous ceux qui ne seront pas retenus, les arriérés, ils n'auront pas de rappel. Ils n'auront pas de rappel. C'est-à-dire l'argent qu'on devrait les payer, ils ne vont plus recevoir parce qu'ils n'ont pas gagné. C'est les primes, on les donne. Les primes qu'ils ont abandonnées, les primes qu'ils ont abandonnées, c'est peut-être que c'est les primes là qui vont les donner pour l'année scolaire 2024. 2023-2024. Et de janvier à juin 2024 seulement. Non, pas seulement pour ceux qui sont... En fait, ceux qui ne seront pas retenus seront payés sur l'année scolaire. L'année scolaire s'étend sur 9 mois. Oui. Maintenant, ceux qui seront retenus seront payés de janvier 2024 à juin 2024. Donc 6 mois. C'est ça la différence. Mais voyez-vous que... Si je vous le dis ici, que l'élite guinéenne, s'ils ont quelque chose en commun, c'est cette méchanceté. Et je crois que l'assassinat de l'éducation guinéenne n'a pas démarré que sous le CNRD. C'est une suite logique. Ils en ont décidé de finir complètement, de laminer l'éducation guinéenne. C'était un assassinat programmé par l'élite guinéenne. Parce que tout simplement, vous savez pourquoi? Non. Personne d'entrer dans son enfant dans les écoles guinéennes. Et c'est quelques pays qui ont... Ou rares qui ont leurs enfants ici, c'est dans les programmes français. Donc, ils ne sont pas concernés par l'état de santé... éperdument de notre sort. L'état de santé de l'éducation guinéenne. Ce qui fait qu'ils font ce qu'ils veulent parce que ces enseignants contractuels, on parle de plus de 13 000 enseignants contractuels, donc c'est une partie... importante pour l'éducation guinéenne. Bien. Donc, c'est des gens aujourd'hui qui sont découragés. Dites-nous comment ces gens-là peuvent donner une éducation de qualité à nos enfants, d'autant plus qu'il faut insister aujourd'hui, le primaire, le primaire, c'est une catastrophe aujourd'hui. Je crois qu'on devrait s'atteler à ce que le primaire soit... Le pré-universitaire. Le pré-universitaire, le secondaire en général doit effectivement bénéficier, notamment au primaire, Abdallah, parce que dès que vous ratez le primaire, pour tous les experts, pour tous les spécialistes de l'éducation, quand vous ratez le primaire, c'est fini. Même si on vous amène en France ou au niveau de la Sorbonne, mon frère, vous ne pouvez plus. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai dit pré-universitaire? Je sais pourquoi je le dis. Vous savez, je pense que vous n'êtes pas allé dans les bourgades. Si vous êtes allé dans les bourgades, vous comprendrez pourquoi j'ai dit le pré-universitaire. Les bourgades, vous aviez des salles de première année où vous faites, c'est le terme dans l'enseignement, je vais me rappeler tout à l'heure, j'oublie le terme, 2 classes jumelées. Il y a un terme qu'on donne à l'enseignement, tellement j'ai oublié le nom, peut-être que je vais me rappeler au cours du débat. Donc, vous mettez la première année et la deuxième année ensemble parce qu'on estime que les programmes d'enseignement sont proches.
Vous mettez la 3e année et la 4e année, pour ceux qui ont enseigné, savent qu'il n'y a qu'une petite différence entre ces deux programmes. Vous mettez la 5e année et la 6e année ensemble parce que vous savez que c'est presque le même programme. J'ai utilisé cette méthode parce que à un certain moment, je n'avais pas d'effectif. Je sais de quoi je parle. Vous mettez ces classes-là. Et quand vous mettez ces classes-là ensemble, l'enfant qui fait la 5e année, la première année, dès que l'enfant a un bon niveau, ne fera pas la 2e année dans des bourgades. Non, l'enfant passe pour la 3e année. Une étape brisée. Celui qui n'a pas de niveau, merci, des classes multigrades, quelqu'un me l'a rappelé déjà, merci. Des classes multigrades, oui, c'est comme ça on appelle. À double niveau. Ou à double niveau, des multigrades, merci pour le rappel. Donc ça fait que là, au niveau des bourgades, vous avez des établissements où il n'y a pas d'enseignants. Donc, ils sont obligés d'utiliser un enseignant pour des classes multigrades. Un enseignant vient en première année, et la première année et la 2e année ensemble. Par intermittence. Oui, 3e année, 4e année ensemble, 5e année, 6e année ensemble. Moi, j'ai eu, quand j'étais dans le domaine de l'enseignement, à présenter des élèves qui étaient en 5e année, qui ont eu l'examen vis-à-vis des élèves qui faisaient directement le niveau 6e année. Des candidats normaux. Des candidats normaux qui n'ont pas eu, parce que tout simplement, pour celui qui connaît le programme d'enseignement 5e année, 6e année, j'y ai passé des années, savent qu'il n'y a qu'une toute petite différence entre les deux. Une toute petite différence. J'insiste là-dessus. Un très bon élève de la 5e année est un candidat pour la 6e année. Et vous, si vous avez remarqué, sous Alpha, ils ont arrêté la candidature libre. Parce que tous les enfants qui avaient un bon niveau de la 5e année sautent. Donc, quand vous parlez que du primaire, là, on peut carrément se tromper. Parce qu'il y a des enfants qui sautent des classes. Il y a des enfants qui peuvent ne pas avoir le niveau. Arrivé en 7e année, il y a un blocus s'installe qui se reviennent deux fois vers les cours de 7e année et de 5e année, 6e année. Ils essaient de se rattraper à travers des répétiteurs à la maison. Donc, c'est tout le pré-universitaire qui est impacté. Parce que notamment, on parle que du pré-universitaire. Mais est-ce que vous êtes allé dans des universités? Vous avez eu la rédaction de certains enseignants, de certains des sortants d'université. Aujourd'hui, de certains diplômés. Moi, je préfère ou universitaires. Aujourd'hui, vous verrez que ces personnes sortent de grandes universités de Conakry, mais honnêtement, ce sont des ennemis de l'orthographe et de la grammaire. C'est une évidence. C'est en cela que j'ai dit, Abdallah, au niveau du primaire, puisque déjà ils ne sont pas responsables de cela. En partie. Ils ne sont pas responsables. Non, ils sont en partie responsables. Ils sont en partie responsables. Ils sont en partie responsables. J'ai commencé par situer la responsabilité dans des écoles privées. J'ai commencé d'abord par la source. Dans des écoles privées, quand tu payes, tu t'acquittes de la mensualité de tes enfants, naturellement, tu arrives à gérer. Tes enfants passent. Crescendo, demandez à ceux qui vivent. Abdallah, vous savez très bien. D'abord, le premier que j'accuse, moi, c'est l'autorité, le ministère de l'Éducation. C'est l'État. Absolument. Deuxième, si j'ai deuxième à accuser, ce sont les parents. Mais les enfants sont innocents dans cette situation. Bien. Les enfants ne savent rien de ce qui se passe. Les enfants, ce que vous leur imposez, c'est ce qu'ils vont faire. Je ne parle pas des enfants qui passent leur temps derrière la cour pour prendre leur bœuf, leur babou, je ne sais encore quoi. Je ne parle pas de ceci. Je parle des enfants. Au lycée, mon fils. Ah, bien sûr. Là, non. Je suis obligé d'arrêter l'invité qui est patient. Allez, on va tourner la page et on va recevoir tout à l'heure notre invité prestige qui va prendre la parole. Il est politologue. Nous parlerons de la situation de la démocratie en Afrique en général et de cet enseignement en République du Sénégal. C'est tout à l'heure. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sofonia. Il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître,
Et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dernière partie de cette émission, le scanner, dernière ligne droite. Mais avant d'aller avec notre invité prestige, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67. Cette réaction qui nous dit c'est la politique de l'Autriche, ouvrir les yeux, refuser de voir. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, le massacre du 28 septembre est un crime contre l'humanité. Et là, genou bas depuis Anta. Bonjour Kavi FM, moi c'est Mid Diallo de Koundou, Koyi, depuis Anko 5. Je demande aux anciens contractuels de manifester si toutefois, comme toujours, les négociations n'aboutissent à rien. On doit protéger les anciens car ils sont à la base d'une société, mais notre pays a vraiment crévé. Alors, on ne va pas les inciter à continuer à manifester, mais se retrouver pour dialoguer. C'est très important. Il faut donner la priorité au dialogue, cher ami. Bonjour Kavi. D'un protocole d'accord à un protocole additionnel, le gouvernement manque d'incurie, sort ce communiqué laconique doublé d'incohérence pour encore duper ces pauvres enseignants. Dans cette volonté délibérée, ces pauvres resteront encore dans une patience indescriptible. C'est choquant d'entendre refondation et rectification pendant qu'on crée des préjudices à toutes les couches du pays. Chers dirigeants, respectez vos paroles données. Abdoulaye Bari qui nous écrit cette réaction. Et Donzo, secoue le pneumatique qui revient. Alors qu'il faut développer un pays, l'éducation est la base. Si vous n'avez pas l'éducation, dites-vous que vous avez tout perdu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle actuellement on voit tellement assez d'enfants délinquants, bandits dans le pays. C'est les conséquences de la mauvaise éducation. L'État doit prendre sa responsabilité envers son peuple car nous sommes l'avenir, nous les jeunes de ce pays, écrit-il. Rebonjour, nos dirigeants ne s'activeront jamais pour instaurer une meilleure formule éducative en Guinée. Pourquoi? Je réponds juste parce que leurs enfants évoluent dans des grandes écoles de l'extérieur. Alpha Zidane Diallo, oui, il rejoint carrément cette hypothèse de Yaya. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Djinti Djambouria d'Akama dans mon village natal. L'éducation guinéenne est bafouée par nos élites. Si l'enseignant n'est pas formé, les élèves deviennent des délinquants. Nos universités ne peuvent pas formuler, nos universitaires, ne peuvent pas formuler une phrase simple. C'est vraiment dommage. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma. Et cette dernière réaction avant de donner la parole à notre invité. Bonjour les meilleurs journalistes. L'État est en train de tromper les anciens contractuels. L'engagement qu'il parle là a été dit au mois de décembre et janvier passe. Et aujourd'hui, il prolonge signé Petit Bangoura depuis Samou. Merci Petit Bangoura. On parle de l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Il faut le dire, notre invité de ce matin, il est politologue. Avec lui, nous allons paraffer l'avenir démocratique des pays africains, notamment dans la sous-région ouest africaine. Monsieur Boubacar Yassine Diallo est dans ce studio, sur ce plateau avec nous. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. On parle d'abord de la situation en général de la sous-région ouest africaine, aujourd'hui caractérisée par une floraison de coups d'État, plein de pays. Je peux citer 5 pays qui sont dirigés par des militaires qui ont accédé au pouvoir via un coup d'État. Aujourd'hui, en tant que politologue, quelles peuvent être les conséquences pour ces États? Les conséquences directes de cette floraison des putsch militaires en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, c'est la défaillance du système judiciaire et surtout la défiance de nos institutions. Bon, peut-être exceptionnellement le Burkina ou au Niger où l'armée a fait irruption alors que le président était en plein mandat, sinon en Guinée. Bon, en tout cas, la junte militaire qui est au pouvoir a justifié son coup d'État par le 3e mandat tenté par le président Alpha.
Donc, dans nos États, nos gouvernants doivent faire violence sur soi, c'est-à-dire mettre en place des institutions qui résistent au temps et à la tentation des hommes. Bien. Vous parlez notamment de troisième mandat. Troisième mandat, si nous devons nous pencher sur cette question, Paul Kagame est un dictateur, mais vous l'appelez, vous politologue, je parle de politologue, pas vous personnellement, vous l'appelez dictateur progressiste. Il a plusieurs mandats à son actif, mais continue de faire des prouesses. Est-ce que vous pensez que le troisième mandat peut être la pierre angulaire de tout ce qui se passe? Justement, le troisième mandat ne peut pas être la pierre angulaire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les militaires qui sont en Guinée ont justifié, même si je suis un peu dubitatif. Concernant Paul Kagame, c'est vrai, c'est quelqu'un, c'est un bosseur, mais Paul Kagame n'a jamais été un modèle pour moi, dans la mesure où les libertés individuelles et collectives sont malmenées dans son pays. Même les artistes n'osent pas s'entendre pour critiquer son régime. Donc, en réalité, les militaires ont pris, c'est-à-dire le plaisir d'intervenir sur la scène politique pour prendre la destinée, notamment en Guinée, parce que depuis 1984, l'armée a dirigé le pays pratiquement, si on fait la comptabilité, à peu près 30 ans. Oui. Que l'armée est là, donc ce sont des militaires qui sont habités au pouvoir, à la belle vie, aux femmes, donc je pense que c'est très, très difficile pour l'armée de retourner dans les casernes. Alors vous faites bien de le rappeler, parce que le Mali aussi a son 5e coup d'État, si je ne me trompe pas. Au Burkina Faso, on parle d'un 10e coup d'État ou 11e coup d'État comme ça. Donc, selon vous, qu'est-ce qui explique cette recrudescence de coups d'État au niveau de la sous-région? Par exemple, quand on prend au Mali, je peux dire que l'armée malienne, elle est habitée au coup d'État militaire. Pratiquement depuis 1960, le seul chef d'État qui a échappé à cette routine, c'est le président Konaré. Sinon, tous les autres, que ce soit le président ATT, que ce soit le président Keïta, Moussa Traoré, que le président ATT et le président Ibeka, ils ont tous connu des coups d'État militaires. Par exemple, quand vous prenez le cas d'ATT, ATT a connu le coup d'État à 2 mois de la fin de son mandat. Donc, pratiquement, l'armée malienne, on peut dire que c'est devenu une habitude. Maintenant, au Burkina, on peut justifier ça par des clivages un peu sociaux. Parce que, bon, malgré que je n'aime pas parler de l'ethnie, mais que ce soit dans l'armée ou sur le champ politique, les motions ont toujours dominé. C'est-à-dire la devanture de la scène politique, et la manière dont le président Compaoré est parti n'a pas plu. Même au sein de l'armée, vous avez vu comment le RSP, le régiment de la sécurité présidentielle, a intervenu pour prendre le président de la transition, Kafando. Il a fallu la pression de la communauté internationale pour faire rentrer l'armée dans les casernes. Donc au Burkina, c'est un problème beaucoup plus social que politique. Mais si on regarde le cas guinéen, par exemple, on vous parlez de la justice. Alors, quel rôle la justice peut jouer pour que la Guinée n'arrive plus à enregistrer un coup d'État? Il faut que la justice soit indépendante vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis de nos gouvernants. Il faudrait que les institutions, c'est-à-dire les institutions, jouent les rôles. Vous prenez un exemple au Sénégal, quand le président Macky Sall a tenté de repousser le scrutin présidentiel, automatiquement le Conseil constitutionnel lui a fait revenir sur la raison. C'est ça, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Nous devons avoir la culture en Guinée de mettre en place des institutions fortes, des institutions qui peuvent résister à la tentation de l'exécutif. C'est-à-dire que le judiciaire joue ce rôle, le législatif joue ce rôle et l'exécutif qui est là pour appliquer les décisions prises par la justice. Mais est-ce que le fait qu'il y a aussi plusieurs partis politiques, autrement dit des multicités de partis politiques dans notre pays, c'est-à-dire quelqu'un qui a un petit sac dont sa famille même ne peut pas voter pour lui, se dit parti politique, quand on dit on organise des discours, des rencontres, de dialogues, ce sont ces petits partis qui se présentent. Après, l'État se rend fort parce qu'il a vu des personnes devant lui qui se disent des partis politiques et on tient compte de cela. Est-ce que ce n'est pas aussi une possibilité de revoir le paysage politique guinéen afin de donner de la force aux différents partis politiques qui pourraient continuer à gérer les affaires du pays? Bon, d'une part, je peux vous donner raison, mais d'une part, ce n'est pas la raison valable. Sinon, l'Éthiopie, sinon le Kenya a beaucoup plus de partis politiques que la Guinée. Mais apparemment, c'est-à-dire le paysage politique est stable.
C'est vrai, bon, il y a une floraison des partis politiques, des partis cabines téléphoniques. C'est-à-dire dont les militaires responsables réunis ne remplissent même pas une boîte d'allumettes. Et ça, c'est le moment de saisir le ministère de l'OMATAP. Le ministère de l'administration du territoire. Voilà, parce qu'il faut être rigoureux dans la délivrance des agréments. Ça, c'est vrai, il y a des petits partis qui polluent, c'est-à-dire l'environnement et puis le paysage, mais on ne peut pas aussi ôter le droit à un Guinéen de créer un parti politique. Donc, d'une part, ça peut tenir, donc d'une part, ça ne tient pas. Donc, là, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, l'État doit, c'est-à-dire, surtout, c'est le moment d'interpeller le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, qui dirige la transition en République de Guinée. Il faudrait qu'il mette en place des institutions fortes. À l'image du Ghana, où le président Rawling est venu mettre des institutions fortes qui ont résisté à la tentation des hommes. Mais vous, personnellement, quand vous lisez les différents discours des partis politiques depuis plusieurs années, que ce soit pendant à l'approche des élections, pendant les campagnes électorales, ou je ne sais, pendant ces différentes sorties de ces leaders politiques, comment vous arrivez à faire le diagnostic, le contenu de ces discours politiques des hommes, des Guinéens? Bon, malheureusement, c'est ce que je regrette. Les discours politiques en République de Guinée sont beaucoup plus basés sur le côté tribaliste, le côté régionaliste et le côté communautariste. C'est-à-dire, quand vous prenez, en tout cas dans un parti politique, je ne pense même pas que vous aurez 2% des militants, un militant qui vous dira que oui, effectivement, j'ai lu le programme de société de tel parti. Et malheureusement, les leaders aussi qui interviennent sur le champ politique tiennent beaucoup plus des raisons, des débats communautaristes que si je prends, voilà, si je prends exemple sur les deux grands partis, en Guinée jusqu'à date, l'IFDG et le RPG, c'est des partis à connotation communautaire, qu'on le dise ou non. Le RPG a toujours eu comme bastion au temps de l'ancien Conté la Haute-Guinée. La Haute-Guinée, c'est la région originaire des leaders. L'IFDG, pendant la traversée du désert entre 2007 jusqu'à maintenant, a toujours eu un bastion comme le Fouta où est venu le leader. Donc, il faut casser ce rythme. Nos hommes politiques doivent pouvoir rassembler, parler beaucoup plus de leurs projets de société que des régions, que de la victimisation. Alors, revenons encore au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, conséquence de ces coups d'État-là, il y a 3 États qui ont décidé de se retirer des instances de la CEDEAO et qui décident effectivement d'agir de concert, d'où la création de l'AES. Est-ce que nous acheminons, est-ce que ça sous-entend que nous nous acheminons vers l'effritement de l'institution CEDEAO? Ça, c'est clair. Nous nous acheminons tout droit à l'éclatement de la CEDEAO qui avait été prédit par des hommes politiques. Par exemple, je prends exemple sur le président Wade. Je me rappelle d'un sommet de la CEDEAO où le président Wade avait tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Il était encore le président du Sénégal. Et aujourd'hui, la CEDEAO est beaucoup plus politique qu'économique. C'est ce qui joue. Et vous avez vu la réaction de la CEDEAO suite au coup d'État contre le président Bazoum. Et la CEDEAO qui a menacé même d'intervenir militairement alors que dans les statuts, il n'y a aucun texte qui prévoit ça. Et d'intervenir militairement dans un pays pour restaurer un pouvoir qui vient de tomber. Non? À la limite, vous prenez des sanctions économiques, c'est fini. Et aujourd'hui, l'échec de la CEDEAO d'intervenir militairement et de déloger les putschistes au Niger a conduit ce qu'on appelle la création de l'AES. Parce que le Mali et le Burkina se sont dit, mais si on laisse les gens là intervenir au Niger, mais c'est fini. Après, le Niger, c'est nous. Et même la Guinée, la junte militaire guinéenne qui n'a pas pris une position un peu fiable, mais avait peur. Et on a vu le communiqué, malgré qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas intervenir militairement aux côtés des autres putschistes pour contrer la CEDEAO, mais au moins, ils avaient mis en garde la CEDEAO contre toute intervention militaire. Donc, je pense que la CEDEAO est devenue beaucoup plus politique qu'économique. Et malheureusement, c'est une organisation aussi qui est financée par l'Élysée. On dit souvent que l'histoire était tuée. Permettez-moi ce rappel. Et ce n'est pas un débat de personne. Mais quand Lansana Conté, le feu général Lansana Conté, l'ex-président, était venu au pouvoir et qu'il voulait un second mandat de plus, il a utilisé le koudaïsme. Le koudaïsme, pour accéder au koudaïsme, il a mis à la tête du gouvernement, à l'époque, un leader très influent.
vous le connaissez déjà. Aujourd'hui, il est à la tête de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui était à l'époque son directeur de campagne. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, le parrain, son parrain au Fouta. Merci. Le parrain du parti. Le parrain du parti au PP, Fouta. oui, à l'époque. Donc, aujourd'hui, on a le CNRD qui, même si, de part ou d'autre, promet de ne pas se présenter aux futures élections, mais qui copte quelqu'un qui est un véritable renard politique et le met à la tête du gouvernement. Un objectif, vendre le projet de glissement de la transition. Aujourd'hui, avez-vous peur? Bon, oui, pour tout observateur à pair. Déjà, vous avez parlé d'un messier effectivement, qui a été l'un des premiers promoteurs du troisième mandat dans ce pays. Bien. Il était le parrain politique du pays Fouta. Personnellement, moi, il m'a trouvé à Sanou. J'étais encore un peu petit, à la baie. Il a tenu un discours que j'ai gardé encore. Et malheureusement, ça lui a rattrapé plus tard. Parce que 20 ans ou 15 ans après, il était tenu obligé aussi de combattre un troisième mandat d'un autre vieux politicien. Concernant celui, le chef du gouvernement, effectivement, je pense que le choix tombé sur Baouri n'est pas fortuit. Dans la mesure où la junte militaire a peur des manœuvres de l'ancien président qui se prépare au niveau de la Turquie. Donc, stratégiquement, ils ont besoin peur. Vous dites à peur. Et justement, qu'on le dise ou pas, la junte militaire en Guinée a peur aujourd'hui du président Alpha, qui menace de revenir au pouvoir. Est-ce que vous croyez à cela? Même si je ne crois pas, mais il ne faut jamais... C'est une possibilité. En politique, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Surtout un vieux politicien comme Alpha, qui a les capacités de nuisance, qui a encore des réseaux à l'international. Donc, ils ont besoin d'un politicien, premièrement d'abord, qui va contrer politiquement les velléités du président Alpha de revenir au pouvoir. Et deuxièmement, quelqu'un qui va faire revenir certains morceaux autour de la table de dialogue, probablement pour glisser. Et nous partons tout droit vers un glissement du calendrier électoral. Et ce glissement, s'il y en aura, quelles sont les conséquences que cela pourrait engendrer? D'autant plus que pas plus tard qu'avant-hier, les forces vives se sont fendues une déclaration dans laquelle ils ont indiqué clairement qu'ils n'accepteront pas, disons, un glissement en dehors de ces 2 ans qui sont consentis entre la CEDEAO et la junte militaire ici en Guinée. Les conséquences, c'est l'instabilité, ce sont les violences politiques, ce sont les morts, ce sont les dégâts matériels, c'est ça. C'est le quotidien des Guinéens. Et très malheureusement, je pense que la junte militaire ne mesure pas aussi la gravité d'un tel glissement. Aujourd'hui, avec un régime aussi démocratique, il y a une légitimité à l'international, mais des militaires qui ont fait éruption sur scène, ils n'ont aucune légitimité. Mais néanmoins, je pense que ce soit les partis politiques ou les militaires, ils doivent savoir raison garder et mettre la Guinée au devant. Bien. Si vous me permettez, Abdallah, si on devrait avoir effectivement un consensus autour de ce glissement-là, que proposeriez-vous en tant qu'analyste politique pour que nous évitions une crise de trop dans notre pays? Déjà après le coup d'état militaire du 5 septembre, j'avais été invité sur un média dont je ne dirai pas le nom ici. Et moi, j'avais dit, c'était en 2021. J'ai dit, bon, laissez les militaires terminer le mandat du président Alpha, organiser des élections et partir. En ce moment, des gens n'ont pas écouté. Et si vous regardez souvent, je ne dis pas dans les autres pays, mais probablement même en Afrique, quand des militaires renversent un président qui est là, mais ils terminent toujours le mandat. En 2008, quand les militaires sont venus au pouvoir, Dadis et Konaté se sont partagés le reste du mandat de Lansana Conté avant d'organiser. Et aujourd'hui, on s'achemine vers le même scénario. Déjà, les militaires, bientôt, ils auront 3 ans, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait par rapport à quoi? Par rapport à l'organisation des élections, c'est évident. Voilà. Au retour, alors que rien n'a été fait. Ils n'ont pas présenté un fichier électoral fiable. Pas de mouture de la transition et de la Constitution. De la Constitution, absolument rien. Donc, c'est aux leaders politiques de savoir raison garder et puis d'être beaucoup plus politique. Bien. C'est-à-dire de se mettre autour de la table et puis de définir correctement un chronogramme fiable avec des étapes. Et voilà. Bien, cette question, vous parlez du leader politique. Aujourd'hui, si nous devons citer les plus vieux sur l'échiquier national, on peut citer Cellou Dalein Diallo, on peut citer Sidia Touré, en tout cas des partis qui ont toujours participé aux élections ici en République de Guinée de par leur ancienneté.
Je peux citer les deux plus de RPG Arc-en-Ciel qui était le parti déchu. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel à travers Alpha Condé qui est démobilisé. Dites-nous, quelles sont vos relations avec le RPG aujourd'hui? Déjà, moi, je suis un militant du RPG, je suis membre de la cellule de communication du RPG, mais comme vous l'avez dit, c'est vrai. Aujourd'hui, le président Alpha qui a du mal à prendre sa retraite politique, aujourd'hui, quelque chose qui joue sur sa formation politique. Parce que, imaginez, depuis le 5 septembre, on a du mal à organiser un congrès pour, en tout cas, définir clairement, c'est-à-dire la personne devant prendre la destinée du RPG. Donc, je pense que c'est le lieu, en tout cas, de lancer un appel solennel au président Alpha, de savoir faire comme le président Diouf l'a fait à un moment donné, à la tête de son parti, et de faire comme le président Ibeka l'a fait, de faire comme le président Kabori l'a fait. Donc, je pense qu'il y a 90 ans, le s'explique. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il a du mal à trouver un bon successeur, un digne successeur, vraiment pour tenir très bien le bateau RPG? Ou RFI tout au plus? Non, bon, moi je vois un RFI. C'est pas parce qu'il a du mal. Il y a plein de cadres au sein du RPG et puis qui peuvent conduire le bateau à bon port. Mais je pense que le président Alpha, à défaut de faire la politique est devenue même sa passion. Voilà. Bien. Et moi, je reviens maintenant à ma question. Alpha Condé, hors du pays. Cellou Dalein Diallo, hors du pays. Sidya Touré, hors du pays. Ce sont les plus grandes formations politiques. Qu'on veuille ou pas, pardon, c'est les réalités sur le terrain qui le disent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la junte a le champ libre de faire tout, puisque ces partis, ces leaders politiques qui pouvaient les inquiéter ne sont pas au pays? Cellou Dalein Diallo qui est menacé par l'affaire Air Guinée, Sidya Touré qui a été délogé parce qu'on estime que le domicile appartenait à l'État. On a Alpha Condé qui a été déchu. Aujourd'hui, est-ce que le CNRD a le champ libre de faire tout ce qu'il veut? Bon, on ne peut pas dire que le CNRD a le champ libre, mais pratiquement ils ont les 80% des champs libres. Parce que moi, je me suis toujours insurgé le fait que des grands leaders quittent la Guinée précédente suite aux menaces des putschistes. C'est-à-dire, il faut prendre l'exemple sur le jeune Sonko du Sénégal. Quand certains diplomates sont venus dire qu'il faut partir en exil, il dit je préfère mourir au Sénégal que de fuir. Je ne vais jamais fuir Macky Sall. Donc, en réalité, bon, je ne connais pas, ils ont leurs propres informations peut-être. Mais Sonko n'a pas été ministre, contrairement à ceux dont j'ai cité, à part Alpha Condé. Justement, mais il a eu plus d'ennuis judiciaires que ceux qui ont été ministres ici en Guinée. Oui, ce que j'ai dit, quand je parle d'ennuis judiciaires, il n'a pas eu des ennuis, on n'a pas parlé de détournement de fonds, donc il ne devait pas faire face à sa gestion, contrairement aux autres qui doivent répondre de leur gestion. Et là, il y a une différence. Mais ça ne vaut pas le coup de fuir quand même. J'abondis dans le même sens qu'Abdallah pour dire quelle lecture faites-vous de cette CRIEF aujourd'hui que beaucoup considèrent comme étant un instrument politique? Mais ça c'est clair, la CRIEF est un instrument politique, surtout contre les anciens dignitaires. Quand vous regardez... Vos amis? Oui, bien sûr. Vos patrons, pardon. Si la CRIEF en tout cas était comme les gens le pensent, mais combien de généraux étaient convoqués devant cette CRIEF? Et pourtant, nous avions des généraux aussi qui ont géré. La grande muette, hein? Oui, la grande muette. Il y avait un général qui s'est trouvé à la tête du ministère de l'administration, mais il n'a jamais été inquiété. Moi, je pense que bon, la CRIEF est là comme un instrument contre les hommes politiques. Bien. Particulièrement contre les cadres RPC. Boubacar Yacine Diallo, on est déjà pris par le temps. Merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes politologue. Oui, justement, je suis un jeune qui s'est lancé en politique très tôt. Et voilà, je suis des RPZ et je suis dans la cellule de communication des RPZ. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Merci Bar Mohamed. Merci Abdallah. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah. Merci à l'équipe technique du jour. On se reprend la semaine prochaine pour d'autres actualités. D'ici là, restez en compagnie du seul et unique média de développement en République de Guinée.